C'est un peu l'histoire d'un bulletin scolaire qui affiche un très solide 13 sur 20 de moyenne générale, mais qui provoque instantanément la panique et la consternation totale chez les parents. Ah ouais, la fameuse douche froide en rentrant à la maison. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, pour notre plongée dans les récents rapports financiers, on a une mission très claire. On va décrypter ce décalage absolu. Tout à fait. Et on va se baser sur les résultats post-deuxième moitié de 2025 du géant de l'automobile, Stellantis. Voilà. Et le paradoxe qu'on va analyser ensemble, il est fascinant. C'est comment un constructeur peut annoncer avoir généré près de 2 milliards d'euros de liquidités fraîches et voir simultanément sa valorisation boursière s'effondrer de 7% dans la foulée. Ouais, 7%, c'est pas rien sur une capitalisation de cette taille. Bah non, c'est énorme. Donc la question c'est, qu'est-ce que les marchés perçoivent sous la surface, tu vois, que ces chiffres bruts tentent de masquer? En fait, c'est toute la mécanique de l'anticipation qui est à l'œuvre ici. Sur les marchés financiers, la valeur d'une action à un instant T, c'est jamais une simple photographie des performances passées ou même présentes. D'accord, donc on ne juge pas juste la photo du moment. Absolument pas. C'est plutôt la valeur actualisée de toutes les attentes futures. Et dans le cas de ces résultats précis, l'attention ne se porte pas sur le fait que la moyenne de 13 sur 20 soit franchie, mais vraiment sur la trajectoire de l'élève. C'est la dynamique qui compte en gros. C'est ça. Les modèles financiers intègrent des prévisions de redressement qui sont très spécifiques. Et si la réalité, même si elle est positive, s'avère inférieure à la pente de cette fameuse courbe d'attente, le réajustement est immédiat et souvent très brutal. Et justement, nos sources documentent ce réajustement avec une précision clinique. On y lit que le flux de trésorerie disponible, le free cash flow, il s'établit à 1,9 milliard d'euros. Ce qui est un chiffre colossal, on est d'accord. Mais oui, enfin je veux dire, dans la vraie vie, 1,9 milliard d'euros dans le vert, c'est une somme astronomique. Dans n'importe quel autre contexte de restructuration, ou même avec un cycle économique incertain, annoncer près de 2 milliards d'euros, ce serait perçu comme un coussin de sécurité massif. Oui, on se dirait que l'entreprise est sauvée et qu'elle a de quoi voir venir. Exactement. C'est une génération de liquidités qui prouve que l'entreprise n'est pas en danger de mort imminente, quoi. Et pourtant, bam, la sanction tombe. Moins 7% en bourse. C'est une décorrélation complètement brutale entre l'argent dégagé et la valorisation. Ouais, je comprends tout à fait l'étonnement, c'est très contre-intuitif. Bah oui, parce qu'on peut se demander, est-ce qu'on ne punit pas simplement une entreprise pour ne pas avoir surperformé, tout en ignorant qu'elle a quand même vachement redressé la barre depuis la première moitié de l'année? C'est une excellente question. Et en fait, le mot-clé ici, qu'on retrouve partout dans nos sources, c'est timide. C'est ça qui donne la clé de cette décorrélation. Ah donc les analystes trouvent que c'est pas assez franc. Voilà, il qualifie cette amélioration de trop timide. Et pour comprendre pourquoi le marché sanctionne ça si durement, faut vraiment regarder la structure du capital et la nature même de l'industrie automobile. C'est-à-dire, c'est le fait que ça coûte très cher de fabriquer des voitures. Exactement, c'est un secteur à très forte intensité capitalistique. Faut engloutir des milliards en recherche, en développement et surtout en outils industriels bien avant de vendre le tout premier véhicule. Donc les coûts fixes sont gigantesques. Gigantesque, oui. Et par conséquent, en free cash flow de 1,9 milliard d'euros, ça peut fondre extrêmement vite si le cycle se retourne. Le marché, en fait, il n'achète pas la sécurité d'aujourd'hui, il achète la certitude que ce flux de trésorerie va croître de manière organique demain. D'accord. Ils veulent des garanties pour l'avenir, pas juste un beau bilan sur le moment. C'est tout à fait ça. Or, une reprise qu'on qualifie de timide, ça signale que le pouvoir de fixation des prix, le fameux pricing power, est en train de s'éroder. Et sans ce levier-là, les marges futures sont vraiment compromises. Ouais. Et si le pricing power s'érode, la survie des marges globales repose totalement sur la capacité des différentes régions à maintenir leur rentabilité historique. Et c'est là que ça devient critique, oui. Et c'est là que la lecture de l'analyse régionale devient carrément passionnante, je trouve. Parce que les sources isolent très très clairement le foyer de l'incendie. Et cet incendie, il se trouve dans le moteur historique de Stellantis, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, ouais. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. On parle d'une zone qui pèse 42% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. C'est presque la moitié de leurs revenus mondiaux. Et au-delà du simple chiffre d'affaires, faut se rappeler que l'Amérique du Nord, c'était traditionnellement leur vraie machine à cash. C'est la région où les véhicules à très forte marge, comme les immenses SUV ou les pick-up, compensaient largement les marges beaucoup plus fines des petites citadines qu'ils vendent sur d'autres continents. Donc c'est vraiment le centre de gravité de leur rentabilité. Absolument. C'est le poumon financier du groupe. Sauf que là, ce centre de gravité, il semble en chute libre totale. Quand on regarde les données, il y a une contradiction qui est fascinante au niveau opérationnel.
Ah oui, le grand écart entre les volumes et les marges. Voilà. D'un côté, les volumes de vente en Amérique du Nord, ils sont en hausse de 11%. Donc, le chiffre d'affaires progresse, les voitures s'écoulent. Jusque-là, tout va bien, on pourrait se dire. Ouais, mais de l'autre côté, la marge opérationnelle, elle s'effondre à 1,6%. Seulement 1,6%. Mécaniquement, c'est comme si une boulangerie tournait à plein régime, vendait 11% de croissants en plus tous les matins, mais ne faisait qu'un malheureux centime de bénéfice par croissant vendu. Ouais, l'analogie de la boulangerie est parfaite. En fait, l'industrie automobile fonctionne sur ce qu'on appelle le levier opérationnel. Le levier opérationnel, ok. Oui, puisque les coûts fixes d'une usine sont immenses, comme on le disait, chaque véhicule supplémentaire produit et vendu au-delà du fameux seuil de rentabilité est censé générer un profit complètement disproportionné. Ah, parce que l'usine est déjà payée, en gros. Exactement. Donc voir les volumes augmenter de 11% pendant que la marge s'écrase à 1,6%, ça indique un dysfonctionnement très profond de leur équation économique. Bah oui, ça n'a aucun sens mathématique normalement. Non, ça signifie que pour écouler ce volume supplémentaire, l'entreprise a dû massivement dégrader ses prix, probablement via de grosses incitations pour les concessionnaires afin de liquider des stocks qui s'étaient accumulés. Genre des énormes promotions pour vider les parkings. Voilà, ou alors, autre hypothèse, elle a subi une inflation folle de ses coûts de production qu'elle s'est avérée incapable de répercuter sur le prix final pour le client. Et franchement, le diagnostic est encore plus sévère quand on commence à lire les petites notes de bas de page de l'analyse financière. Ah, les fameuses notes de bas de page. C'est souvent là que se cachent les vrais problèmes. Tu m'étonnes. Les sources précisent très clairement que sans l'intégration d'éléments exceptionnels, la rentabilité nord-américaine aurait carrément été négative. Mais du coup, ces éléments exceptionnels, ça agit un peu comme un gros filtre comptable qui masque la réalité du terrain, non? Complètement. C'est du maquillage comptable, pour être clair. Le marché n'est vraiment pas dupe face à ce genre d'artifice. C'est quoi exactement ces éléments exceptionnels? Par définition, ce sont des rentrées d'argent qui ne sont pas récurrentes. Ça peut être des cessions d'actifs, par exemple, ils ont vendu une usine, ou des ajustements fiscaux, ou des reprises de provisions. Des choses qui n'ont rien à voir avec le fait de vendre des voitures. D'accord. Donc c'est pas l'argent généré par le business normal. Non, pas du tout. Ce que les analystes regardent, eux, c'est la rentabilité organique, celle qui est générée par l'activité fondamentale, c'est-à-dire fabriquer et vendre des véhicules. Logique. Et là, le business fondamental est dans le rouge. Exactement. Si sur ton marché le plus lucratif, qui représente 42% de tes revenus, ton modèle d'affaires de base détruit de la valeur avant même l'intervention d'astuces comptables, c'est un signal de vulnérabilité structurelle critique. C'est le fameux drapeau rouge, quoi. Ah oui, un immense drapeau rouge. Une marge organique à 1,6%, voire négative, ça ne laisse absolument aucune marge d'erreur face à un retournement de l'économie ou à une hausse soudaine du coût des matières premières. C'est très dangereux. Bon, alors, si le moteur nord-américain est en panne et qu'il ne parvient plus à soutenir l'édifice, la logique voudrait qu'on cherche des relais de croissance ailleurs dans le portefeuille. Oui, on regarde naturellement de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Les sources nous emmènent direct à analyser la situation en Europe. Et là, la dynamique est diamétralement opposée sur le terrain, mais en fait, elle soulève exactement le même malaise analytique à la fin. Ouais, c'est le paradoxe européen, on pourrait dire. Totalement. En Europe, on constate une hausse vraiment impressionnante des volumes de 12% et la part de marché grimpe pour s'établir à 17,5%. C'est une progression de 20 points de base. C'est massif comme avancée. Ah oui, gagner 20 points de base de part de marché dans une zone aussi mature, aussi saturée que l'Europe, c'est un mouvement tectonique. Ouais, ça prouve que l'outil industriel tourne à fond et que les véhicules trouvent bien preneur. Les clients sont là, les voitures sortent des usines, c'est clair. Ouais, mais alors, regardons la petite anomalie mathématique qui accompagne ces chiffres fantastiques. On enregistre 12% de voitures vendues en plus, ok, mais le chiffre d'affaires, lui, il ne progresse que d'un minuscule 1%, et la marge, elle reste dangereusement proche de l'équilibre. Et voilà le problème, le fameux 1%. Bah oui, et, mathématiquement, attends, pour expédier 12% de volume supplémentaire avec des revenus globaux qui stagnent à ce point, il y a forcément un effondrement du revenu unitaire par voiture. C'est la signature classique d'une guerre des prix extrêmement agressive, non? C'est l'illustration vraiment parfaite de l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix, c'est-à-dire que tu baisses les prix pour vendre plus. Exactement. Dans un environnement concurrentiel qui est féroce et qui est potentiellement exacerbé en ce moment par l'arrivée de nouveaux entrants et cette fameuse transition complexe vers l'électrique, le seul moyen de maintenir les usines à flot et de regagner ses parts de marché, ça a été de sacrifier la valeur. Donc on vend plus, mais beaucoup moins cher. C'est ça.
Quand les revenus augmentent seulement de 1% pour 12% d'efforts industriels en plus, ça signifie clairement que la stratégie commerciale s'est lourdement appuyée sur des canaux qui sont beaucoup moins rentables. Genre quel canot? Ça peut être des ventes massives aux flottes de loueurs, courte durée, tu sais, pour écouler du volume, ou des rabais vraiment spectaculaires en concession pour les particuliers, ou alors la commercialisation prioritaire de modèles d'entrée de gamme sur lesquels la marge est de toute façon très faible. D'accord. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce que le marché financier n'est pas un peu myope en sanctionnant ça tout de suite? Myope? Dans quel sens? Bah, pénaliser une entreprise qui lance une vaste offensive pour reconquérir des parts de marché, c'est peut-être refuser de voir à long terme, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Dans l'industrie lourde, est-ce qu'il ne faut pas d'abord réoccuper le terrain, saturer un peu la concurrence, pour ensuite retrouver la capacité d'augmenter les prix progressivement une fois qu'on est installé? C'est un argument qui est totalement défendable sur le plan de la théorie stratégique, je te l'accorde. Mais l'histoire financière de l'automobile montre souvent le contraire. Ah bon? Ça ne marche pas de faire ça? Bah, la part de marché qui est achetée par la destruction des prix, c'est généralement la plus volatile. Acheter des parts de marché à coût de promo, ça dégrade le positionnement perçu de la marque. Ouais, le client s'habitue à payer moins cher. C'est ça. Et le jour où les promotions s'arrêtent, ces parts de marché, elles s'évaporent souvent directement vers le concurrent, qui lui propose la prochaine grande remise. Les clients ne sont plus fidèles à la marque, ils sont fidèles au rabais. C'est logique. C'est des acheteurs d'opportunités, quoi. Voilà. Et de plus, opérer près du point d'équilibre en Europe, ça signifie que l'entreprise ne dégage pas les capitaux nécessaires sur ce continent pour financer les lourds investissements requis par l'électrification. Et on sait que l'électrification, ça coûte une fortune absolue. Exactement. Donc, les investisseurs, ils regardent ce bilan global. D'un côté, un moteur américain en sous-régime organique, et de l'autre, un moteur européen qui tourne à plein régime, mais qui produit de la croissance qu'on pourrait qualifier de stérile sur le plan de la rentabilité. Croissance stérile, j'aime bien l'expression, c'est très visuel. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui explique pourquoi les 1,9 milliards de cash flow globaux dont on parlait au début, ils ne suffisent pas du tout à racheter la confiance de Wall Street. Ok, le tableau est super clair maintenant, ce qui nous amène très logiquement à l'ultimatum temporel qui est posé par nos sources. Ah oui, l'horloge tourne pour la direction. Bah oui, face à cette équation complexe, le marché attend des réponses concrètes. Et il y a une date qui est fixée en rouge sur les calendriers, c'est le 21 mai, lors d'une grande journée investisseur. Tout à fait. C'est un rendez-vous crucial. Et tous les regards se tournent vers une personne en particulier, Antonio Filosa, le directeur général de la marque clé concernée. Les attentes qui sont listées dans les documents, elles sont sans aucune ambiguïté. Elles sont même très exigeantes. Ouais, on parle de confirmation du redressement, d'amélioration durable des marges et d'exécution rigoureuse. C'est pas un petit programme. Non, et d'ailleurs le mot exécution est central ici. Le marché a vraiment dépassé le stade où il se contentait de belles visions stratégiques sur 5 ans avec des slides PowerPoint. Ils veulent du concret, du terrain. Exactement. Ce qu'une journée investisseur dans ce contexte doit fournir, c'est de la granularité opérationnelle. Comment réduire les stocks américains sans détruire complètement les prix résiduels des véhicules? Ouais, comment on vend sans brader. C'est ça. Comment ajuster la base de coûts fixes nord-américaine pour qu'elle corresponde à cette nouvelle réalité des volumes qui sont plus faibles? Antonio Filosa, il est vraiment face à un examen de passage où la moindre rhétorique un peu trop vague sera immédiatement punie par le marché. Il n'a pas le droit à l'erreur sur la communication. Non, il doit prouver, chiffre à l'appui, que la croissance des volumes européens peut enfin se monétiser et que la fameuse hémorragie des marges américaines est colmatée pour de bon. Et c'est justement dans l'attente de cet examen du 21 mai que les analystes financiers de nos sources livrent leur verdict de positionnement sur l'action. Et ils parlent d'un achat spéculatif avec un objectif de cours fixé à 8,50 €. Achat spéculatif, c'est une recommandation très particulière dans le jargon. Bah ouais, ce terme est fascinant pour les non-initiés. Si on reprend notre image de l'immobilier, c'est un peu comme évaluer le potentiel d'une maison sous-évaluée dans un super beau quartier, mais dont les fondations sont en train de trembler de partout. Oui, on n'achète pas la maison pour son état actuel, c'est sûr. C'est ça. Acheter l'action aujourd'hui à ce prix-là, c'est finalement pricer le risque d'exécution. C'est comme acquérir une option sur la réussite du plan de rénovation d'Antonio Filosa. C'est tout à fait ça. On parie sur les travaux. On parie que la normalisation des opérations va générer une plus-value largement supérieure au coût d'entrée, mais on accepte aussi le risque énorme de voir les travaux échouer et la maison s'écrouler, quoi. C'est exactement l'architecture d'un achat spéculatif. Le marché reconnaît très bien que si la marge de l'Amérique du Nord arrive à remonter à des standards historiques, disons autour de 8 ou 10% au lieu d'1,6, Ce qui serait un exploit en soi.
Oui, et que si l'Europe maintient ses volumes immenses tout en restaurant un vrai pouvoir de prix, dans ce scénario, la valorisation actuelle de l'entreprise est absurdement basse. Les 8,50 € d'objectifs reflètent ce potentiel de rebond. Mais le mot spéculatif est là pour rappeler le danger. Complètement. L'étiquette spéculative, elle indique que la probabilité d'échec de cette restructuration organique, elle est prise extrêmement au sérieux par les analystes. Les investisseurs n'achètent pas du tout une certitude, ils achètent une probabilité de retournement. Il paye pour voir, en fait. Voilà, ils financent le temps dont la direction a besoin pour prouver que les leviers d'urgence actionnés ces derniers mois vont effectivement mordre sur l'économie réelle et se voir dans les bilans. Bon, alors, pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle analytique pour ceux qui nous écoutent, on a exploré comment un flux énorme de liquidités de 1,9 milliard d'euros s'est heurté violemment au mur des anticipations financières. Une vraie désillusion par rapport aux attentes, oui. Ensuite, on a désossé la mécanique d'une marge nord-américaine qui est tombée à 1,6% et qui est maintenue artificiellement hors du rouge par des éléments non récurrents, brisant carrément le principe du levier opérationnel. Le fameux drapeau rouge des artifices comptables. Exactement. Et enfin, on a vu comment l'Europe illustre parfaitement le piège de la croissance stérile. Une poussée de 12% des volumes qui s'est traduite par une quasi-stagnation des revenus à 1%, le signe incontestable d'une guerre des prix destructrice de valeur. Et tout ça nous mène à cette date butoir. Ouais, tout ce contexte converge désormais vers l'échéance critique du 21 mai, où l'exécution opérationnelle devra impérativement remplacer les promesses pour justifier ce fameux pari spéculatif de redressement. Et d'ailleurs, cette convergence de défis, ça nous pousse à une réflexion peut-être plus systémique, pour conclure, qui prolonge l'analyse de nos sources d'aujourd'hui. Ah, je suis curieux. Quelle réflexion? Face à un titan historique de l'industrie comme Stellantis, qui est capable de pousser d'immenses volumes sur les marchés, mais qui lutte de manière si acharnée pour maintenir des marges simplement viables, il y a une vraie question existentielle qui se pose. Sur l'avenir de l'automobile en général? Oui, globalement, on peut se demander, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer une mutation profonde où concevoir et vendre des véhicules grand public devient une activité structurellement incapable de générer des rendements du capital élevés? C'est vrai que les contraintes s'accumulent de tous les côtés? Exactement. Entre l'alourdissement constant des réglementations, les coûts pharaoniques de l'électrification et cette hyperconcurrence notamment asiatique, c'est possible qu'on assiste à une normalisation du secteur. Une normalisation vers quoi? Vers un modèle économique qui s'apparenterait presque à celui des services publics, tu sais, des réseaux d'eau ou d'électricité. Ah oui, c'est-à-dire d'immenses infrastructures nécessaires mais peu de profit au final. C'est ça. Des infrastructures gigantesques, des revenus massifs en milliards, mais des marges bénéficiaires qui seraient perpétuellement restreintes par nature. C'est vraiment un changement de paradigme fondamental à surveiller pour quiconque s'intéresse à l'avenir du capitalisme industriel. C'est une perspective fascinante et ça promet des prochains mois d'observation passionnants. Voilà qui clôture notre analyse approfondie de ces documents.